Es-tu enfin roi, John Walsh? En quelque sorte, dans ma lecture d'Absalom, l'ouverture commence par sa fin. La fin de son héros, Thomas Sutpen. John Walsh a tué Thomas Sutpen d'un coup de faux. Oui, fin de l'histoire. Fin de l'histoire et tout commence. Par un trou, un vide, une absence hurlante dans le texte, car l'acte de mort n'est pas décrit. L'auteur y échoue et se déploie alors le merveilleux échec que réclamait, lucide, William Faulkner. Rien ne sert d'attendre. Comme l'acte, il est ou il n'est pas, et pourtant. Le lecteur de tout roman est comme tout analyste à cette place privilégiée de l'attente. Il est facile de reconnaître là, à cette place, l'immobilité pressante d'Absalom dans son vif. « Attends, attends !» s'écrie Schreiber à Quentin, saisi par l'urgence de dire. Mais dire quoi au juste? Dire l'intolérable déroute du Sud durant cette guerre civile qui soutient le roman et en articule la bascule? Dire l'impossible désir de fils de Thomas Sutpen, de fils pur, blanc sans cette tache sombre et nègre? Pour que l'attente s'énonce, s'entende, les narrateurs s'essoufflent et vont aux limites de notre patience. Le texte croît sans cesse. 4 narrateurs à l'œuvre inventent, de mémoire, l'histoire de la vie de Thomas Sutpen. 4 narrateurs que je centre cet après-midi autour du plus un, celui qui ne compte pas, la doublure de Thomas Sutpen, John Walsh. Je cite, « Oui, Judith, Bon, Henri, Sutpen, tous autant qu'ils sont. Les voilà tous, mais il manque quelque chose. » C'est avec celui-là, John Walsh, que se tiendront les nœuds de l'histoire, les nœuds si mal assortis de Borromée tragique. Absalom est ainsi l'histoire longue dramatique de cette blessure où gît, précieuse et infinie, l'attente. Mais pour Sutpen et sa lignée amputée, saignante, rien n'attend. Ce n'est que course éperdue contre le temps. L'argument est simple. Il faut à Sutpen un fils sans attendre, un fils pour, au plus vite, fabriquer une généalogie. Une histoire longue des descendances de fils tenus dans la généalogie merveilleuse des gens du Sud. Mais comment fabriquer un fils quand tous les hommes sont appelés à la guerre, appelés et massacrés? Écoutez comme bruissent les noms. La marée montante, je cite, des noms de batailles perdus de part et d'autre, Chickamauga, Franklin, Vicksburg, Corinth, Atlanta. Oui, la guerre dite de sécession et les trous en pleine terre, en plein corps, Bull Run, Antietam, Gettysburg, Chattanooga, Appomattox. Tous ces noms qui recouvrent de leurs noms indiens et anglais mêlés le trou qui gît au cœur d'Absalom. La guerre de sécession passe sur le roman comme une vague de terreur, massacrant les hommes et réduisant en poussière leur vie. Quant à lui, Thomas Sutpen porte son fardeau de mort et court promouvoir une sorte d'humanité nouvelle. Je l'appelle humanité, sans H, humanité, fabriquée de sa seule semence, une humanité merveilleuse, pure, à l'image inverse de Jim Bond. Jim Bond est un petit-fils devenu un nègre idiot qui braille dans le vide et ne se montre pas. Et il ne resta plus que le hurlement du nègre idiot, écrit Faulkner. Reclus à sa voix, métamorphosé, en ce que nous sommes dans l'enfer de sa maison qui brûle, Bonn, B-O-N, s'appellera Bond, B-O-N-D, affublé d'une lettre supplémentaire, comme pour dire, entre guillemets, ou mieux pour écrire cette humanité qui se révélera à la fin inhumaine. Et cela, d'une bien curieuse manière, je cite, « À mesure qu'ils s'étendront vers l'épaule, ils blanchiront. Mais ce sera toujours Jim Bond, si bien que dans quelques milliers d'années, moi qui te parle, je serai sorti des reins de rois africains. Je serai sorti des reins de rois africains. » Rappelons que Faulkner s'y entend en lettres. Faulkner est né en effet Falkner. Et que cette lettre, le U donc, le U de Faulkner, qu'il s'est attribué réellement seul, d'un seul bond pourrait-on sourire, est tout simplement celle qui va le lancer tout droit dans l'écriture, cette lettre. Faulkner, es-tu enfin roi toi aussi?
Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Demande, refus, offre, tout est en place pour déployer le tissu imaginaire symbolique. Mais où est le réel alors? La proposition de Lacan sonne comme un lac, LACS, un lac, un piège qui se referme sur celui qui le pose à l'instant où il imagine tenir dans ses mâchoires l'innocent qui engage la main. C'est dans ce lac que nous sommes nous-mêmes engagés et pris au col. Les lacets que constituent imaginaire et symbolique se resserrent tout au long du texte et enserrent dans leurs fils et leurs filles et mêlés la voix solitaire qui crie. Une voix à présent silencieuse, une voix simple pour dire l'impossible qui en altère l'évidence. La voix tranquille de Wash pour que s'entende cet écart. Oh ouais, colonel, ils nous ont tués, mais ils nous ont pas encore battus, pas vrai? Pas vrai, mais c'est la vérité. Cet écart est infranchissable, indicible comme la mort réelle, entre guillemets, de Sulpen, impossible à décrire, impossible à écrire. Une voix incarnée par Watt Jones comme, je cite, la voix du fidèle fossoyeur qui ouvrait le jeu et allait le clore. C'est à cette place du plus un que s'installe Watt Jones, comme le lecteur lui-même, aux prises avec Thomas Sulpen. Ainsi, qui est Wash Jones? Est-ce bien celui que Rosa interpelle comme cette brute ancêtre de brute? Wash, double de Sulpen, est une façon d'invisible, un fantôme de ce réel qui grouille entre imaginaire et symbolique. Cet homme, je cite, dégingandé, miné par le paludisme, aux yeux décolorés, avec un visage qui pouvait avoir n'importe quel âge, entre 25 et 60 ans. Même les nègres riaient en l'encerclant. Ils se saisissaient d'un bâton en criant, je cite, « Je suis père, j'ai une fille et une famille à ma charge », pour toute réponse à leurs remarques moqueuses, ironiques. « Pourquoi que t'es pas à la guerre, monsieur le Blanc ?» Il est un père sans femme, ce Wash, nu, un père qui va faire face à Sulpen, un père lui aussi, un père désavoué, dénié par son fils Henri qu'il répudie, un père fou littéralement à la recherche d'une descendance pure et blanche, un père manqué, bientôt un père tué. Les pères ont perdu leur éternelle guerre dans les rageuses douleurs du Sud. Il vous reste un nègre? Un seul nègre, Sulpen. Vous l'entendez toujours la nuit? Ah. Faisons toutes les grimaces imaginables. Décidément, nous sommes hors du monde, écrivait Rimbaud dans sa saison en enfer. Et Wash, grimaçant à son tour, toujours hors du monde, fera grimacer le texte. Comment, autrement, entendre sa formule fétiche répétée jusqu'à la lie? Ils nous ont tués, pas vrai, colonel? Mais ils nous ont pas encore battus. Sinon qu'elle le dirige tout droit vers les Jim Bands que nous sommes tous, dans le déni farouche de la mort qui nous caractérise tous, tout autant que la mort ne nous surprendra pas. Mais Wash est le lieu où le réel va venir surprendre toute la tessiture de l'histoire et la distordre. Là où, je cite, il y a quelque chose qui abolit, qui coupe net et droit à travers les voies obliques et enchevêtrées de l'ordre et des convenances. Cette voie oblique hors des sentiers battus des convenances et de l'ordre est celle du réel. Wash est tout entier, lui, du côté de l'imaginaire. Il s'en revêt comme d'une armure, d'un prétexte, d'une parade. Il rêve son maître Thomas Sulpen sans cesse, sans trêve. Un rudement bel homme, disait-il. Si Dieu en personne descendait se promener à cheval dans notre monde ici-bas, c'est à lui, Sulpen, qu'il voudrait ressembler. L'imaginaire est ce qui se répète, rappelez-vous. Sulpen découvrait, adolescent, la maison du maître, les chaussures abandonnées au pied du hamac, son esclave riant, lui versant à boire de la dame Jeanne, puis, quelques années plus tard, la même scène identique entre maître Sulpen et son double Wash dans les après-midi de Glycine et de Luciole, la dame Jeanne, les chaussures abandonnées au pied du hamac, les rires, et toujours ces mots, comme un mantra. Ils nous ont tués quand même, mais ils nous ont pas encore flanqué une raclée, pas vrai? Là se tient la vérité, dans l'entre-deux des mots. C'est au cœur de cette réalité, dans ce collage imaginaire symbolique, que le réel viendra comme une fêlure du grelot du sens qui défile et se répète. C'est à l'insignifiant Wash que revient la charge inouïe du réel. Seul le réel peut survenir par éclipse, par à-coup, dans la surprise et la violence. Ce sont ces éclats de réel qui saisissent Wash depuis sa misère jusqu'à cette sorte d'absolu
qui tombe comme tombe la faux, à l'instant où s'effondre Sudpen, le héros sous le coup, secret invisible et silencieux, de la fatalité. Le roman trouvera là son ultime rebond, modifiant en un instant le temps de l'éclair, la continuité imaginaire, symbolique, sans faille, par l'irruption vive du réel. Thomas Sudpen, je cite, « Comme le vieux canon qui sait peut-être le moment où il n'a plus qu'un seul coup dans le ventre », Thomas Sudpen fait un enfant à Millie, la petite fille de John Wash. Et l'enfant innocent condamne une fois encore Sudpen, car c'est une fille. Ce dernier coup est le coup de trop. Tout s'accélère, tout va trop vite, signant l'approche du réel. Quentin est saisi par l'urgence de dire, et Shreve comprend de travers à plusieurs reprises, dans le moment où Wash, traversé par le mépris insultant de Sudpen, fait soudain face. Arrière Wash, je cite, ne me touche pas. Puis Wash, sa voix calme, à peine assez forte pour pas venir jusqu'à elle, je vais vous toucher, colonel. Et Sudpen de nouveau, arrière Wash, sèchement cette fois. Puis, la vieille négresse restée dans la maison auprès de la mère et de sa fille entendit la cravache sur la figure de Wash, mais elle ne se rendit pas compte si elle entendit ou non la faux. Elle ne se rendit pas compte si elle entendit ou non la faux. Le réel n'est qu'éclipse. L'auteur si prolixe ne peut s'en saisir et l'insérer dans la suite imaginaire symbolique. Le réel est dans une autre dimension. Il y a un blanc dans le texte même où manque l'acte. Il nous faut imaginer Wash tranchant d'un coup de faux la gorge de Sudpen, dans le silence du texte. Faulkner écrit quand même sur les ruines, mieux vaudrait que tous ceux d'entre nous qui restent soient balayés de la face de la terre plutôt qu'un autre Wash Jones voit toute sa vie partir de lui en petits morceaux et se ratatiner comme une cosse sèche qu'on jette au feu. S'achève l'été glycine, l'odeur de cigare s'envole capricieusement avec les lucioles. Quentin est seul avec son ami Shreve dans le froid glacial d'une pauvre chambre du Nord. Sous la neige, on devine la fin d'un monde devenu immonde. Rosa, je cite, lutte comme une poupée dans un cauchemar, sans bruit, un peu d'écume aux lèvres. Au loin, l'appel du nègre idiot. Nous sommes là, lecteurs, comme devant un tableau du Caravage, saisis par le milieu. Caravage est venu au monde pour détruire la peinture, grinçait jalousement Nicolas Poussin. Ne peut-on dire tout autant pour la littérature brûlée par Faulkner ? Absalom détruit la réalité avec toute la réalité. Le texte tourne avec violence et densité autour de ce trou du réel que je repère comme un trou dans l'afflux des mots. Dans plusieurs de ses romans, d'ailleurs, il n'y a qu'une place vide pour signifier la chose, que ce soit l'attentat, l'inceste, le meurtre. Là est le réel, dans l'éclair vide. N'est-ce pas cet exact moment, cet éclair vide, dont cherche à s'emparer Caravage dans ses superbes toiles, peintes à l'instant, sur l'instant, telles des pelures jaillissant dans le clair-obscur. Vous voyez sa Judith à l'œuvre, et puis la gorge tranchée d'Holoferne, qui porte d'ailleurs grimaçant le masque réel du peintre, et surtout le regard concentré et haineux de la vieille gouvernante. Il manque une page. Bon. Voilà. De la vieille gouvernante. Bon. Le réel produit un reste, cet éclat que Caravage dompte dans la beauté. L'été est maintenant achevé, et les lucioles, l'odeur de cigare et les glycines aussi. En novembre 1974, ouvrant son séminaire la troisième, à Rome, en Italie déjà, Lacan lançait ce vers de Gérard de Nerval. La 13e revient. Et c'est encore la première. Je vais reprendre pour vous son 4. La 13e, n'entends pas ? Je peux reprendre depuis le début si vous voulez. La 13e revient et c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment. Car es-tu reine ? Ô toi, la première ou la dernière, es-tu roi ? Toi le seul ou le dernier amant ? Ainsi commence Artémis, le poème écrit à l'encre rouge par Nerval, du fond de son asile,
dédié à Alexandre Dumas. La 13e carte, c'est la 13e arcane du tarot. Celle qui revient, et c'est encore la première. L'âme célèbre où figure la mort, fulgurante et banale définition du réel, sur laquelle je m'arrêterai ici. C'est l'arcane qui est dite sans nom. Sans nom, comme le réel sans doute. La 13e carte montre dans sa quasi-nudité le squelette macabre qui porte précisément à bout de bras l'objet fatal, la faux. Comme John Walsh. En français, ce n'est pas ça. Là où se manifeste le réel, ce n'est pas ça. Et précisément, c'est faux. Le réel n'est-il pas pour toujours notre éternel ou seul amant? N'y aurait-il qu'une seule et unique vérité qui aurait ce double masque, le vrai de la faux? Es-tu roi? Toi le seul ou le dernier amant, apostrophe Nerval, du fond de sa folie, et toi? Es-tu roi enfin, John Walsh? Je vous remercie.